Mercredi 9 février, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres de ce journal. Libye, le bras de fer se poursuit entre l'Ouest et l'Est. La nécessité de tenir des élections législatives et présidentielles dans les plus brefs délais réitérée par Tripoli à la veille de la réunion du Parlement pour l'élection d'un nouveau Premier ministre. Burkina Faso, 30 ans de prison ferme requis par le parquet militaire contre Blaise Compaoré. L'ex-président déchu accusé d'être le principal commanditaire de l'assassinat de Thomas Sankara et 12 de ses proches collaborateurs. Palestine, 3 militants de brigade des martyrs d'El-Aqsa, bras armés du Fatah, froidement assassinés par les forces de répression, une dérive criminelle qui provoque la colère du peuple palestinien. Culture, on va s'intéresser à une pièce de théâtre intitulée Invisible de Nasser Djemei. La pièce met en lumière la souffrance des hommes. On en parle dans un instant. Et on entame ce journal avec l'actualité en Libye, où le président du Conseil présidentiel et le Premier ministre ont souligné la nécessité de tenir des élections législatives et présidentielles dans les plus brefs délais. L'objectif étant de mettre fin à l'instabilité que connaît le pays depuis presque 10 ans. Souhila Akilal. Le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah et le président du Conseil présidentiel Mohamed El-Menfi ont mis l'accent sur l'impératif de tenir le double scrutin législatif et présidentiel pour mettre fin au conflit qui déchire le pays depuis près de 10 ans. Le chef du gouvernement d'union nationale, Abdelhamid Dbeibah, a insisté sur le fait qu'il ne tolérerait plus de nouvelles périodes transitoires en Libye. Il a par ailleurs déclaré que le gouvernement d'union nationale se maintiendra au pouvoir jusqu'aux nouvelles élections. Je ne permettrai pas qu'il y ait de nouvelles périodes transitoires. Nous n'allons pas abandonner nos responsabilités gouvernementales jusqu'à l'organisation des élections. Le gouvernement d'union nationale continuera sa mission jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement. Nous ne permettrons pas le retour de ces personnes qui se sont accaparées du pouvoir et du pays pendant des années et ont mis en péril l'avenir de nos enfants. Le Premier ministre libyen a par ailleurs annoncé l'élaboration d'un plan d'action pour l'organisation d'un double scrutin en juin prochain. Je vous informe que j'ai entamé une série de consultations élargies pour proposer un plan d'action précis pour l'organisation d'un double scrutin présidentiel et constitutionnel en juin prochain. C'est cette date qui a été proposée au pouvoir exécutif selon l'accord politique de Genève. Compte tenu du report du rendez-vous électoral prévu initialement le 24 décembre 2021, le président de la Chambre des représentants à Tobruk, Aguila Salah, veut élire un nouveau Premier ministre lors d'une plénière prévue pour jeudi, une initiative rejetée par Abdelhamid Dbeibah. Et le dossier libyen abordé justement par les présidents algériens et égyptiens lors d'une communication téléphonique ce mercredi. Abdelmajid Tebboune et Abdel Fattah al-Sisi ont insisté sur le soutien des efforts interlibyens pour la protection de l'unité du pays, garantir sa stabilité et sa souveraineté. Lors de l'entretien téléphonique, la coopération bilatérale dans différents domaines a également été évoquée pour renforcer les moyens des échanges et de communication en prévision de la prochaine session du Haut Comité de coopération algéro-égyptien. Le ministre libanais de la Culture, Mohamed Wissem Mortada, a salué aujourd'hui l'attitude proactive de l'Algérie qui a contrecarré la tentative d'infiltration de l'Union africaine par l'entité sioniste qui y cherchait un statut d'observateur, soulignant qu'il est tout à fait naturel pour le pays du 1,5 million de chéhides d'œuvrer sans relâche à mettre la scène africaine à l'abri du plus dangereux type de colonisation de tous les temps. Rappelons que l'instance africaine avait pris dimanche dernier une décision adoptée à l'unanimité par le sommet des chefs d'État et de gouvernement relative à la suspension de la décision prise par le président de l'Union, Moussa Faki, le 22 juillet dernier, portant octroi justement de ce statut d'observateur à l'entité sioniste.
Et puis cette information concernant le Sahara occidental, la défense sahraoui annonce la mort de nombreux soldats marocains, dont plusieurs officiers supérieurs depuis le début de ce mois de février. Les pertes humaines mais aussi matérielles ont été essuyées lors d'attaques contre le siège du 43e bataillon des forces d'occupation dans le secteur d'El Mahbes, selon l'agence de presse sahraoui. Et direction la Tunisie, où le président de l'association des magistrats tunisiens, Anes Hmeidi, a indiqué que l'appel à la grève a été largement suivi au niveau national, tandis que les autorités tunisiennes n'ont émis pour l'heure aucun commentaire. L'AMT avait appelé mardi à une suspension de travail dans tous les tribunaux du pays les mercredis 9 et jeudi 10 février pour protester contre la décision du président Kais Saied de dissoudre le CSM, organe judiciaire indépendant chargé entre autres de nommer les juges. Et dans la foulée, l'ONU a exhorté le président tunisien Kais Saied à revenir sur cette même décision de dissoudre le Conseil supérieur de magistrature, annonce faite au siège de l'organisation à New York par le porte-parole de l'ONU. La Tunisie est en proie à une crise politique aiguë depuis le 25 juillet dernier. À cette date, Kais Saied avait pris une série de mesures d'exception portant notamment suspension des travaux du Parlement et levée de l'immunité dont bénéficiaient les députés. Au Mali, 20 terroristes présumés neutralisés par l'armée malienne et la force Takuba, annonce faite par l'état-major général des armées du Mali. Il ajoute que l'exploitation des renseignements dans le secteur de Koro a permis la neutralisation du chef terroriste Sagat Ag Abala, alias Sidi Agagat. Ce dernier était activement recherché pour des raisons de pose d'EI et d'exaction sur les populations. Et au Soudan, une coalition soudanaise appelle à un consensus sur une charte pour gérer la période de transition. Les forces du mouvement national ont également appelé les partis à apporter des amendements à la Constitution. Hier, le chef de la mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition au Soudan avait tenu des consultations avec plusieurs parties soudanaises dans le cadre des efforts de l'organisation internationale pour résoudre la crise politique dans le pays. Au Burkina Faso, une commission technique qui doit tracer les contours de la transition a été mise en place. Cet organisme doit proposer dans 15 jours un projet de charte pour la transition. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a appelé les membres de cette commission à faire preuve de patriotisme et mettre au centre de leurs travaux l'intérêt supérieur de la nation. Et on reste au Burkina Faso, 30 ans de prison ferme requis par le parquet militaire contre Blaise Compaoré, l'ex-président déchu suite à une mobilisation populaire en 2014, est accusé d'être le principal commanditaire de l'assassinat de Thomas Sankara et 12 de ses proches collaborateurs le 15 octobre 1987. Tininen Makassi. Justice sera-t-elle rendue aux Burkinabés qui attendent depuis 34 ans la lumière sur l'assassinat du leader national et africain, le capitaine Thomas Sankara? C'est un rebondissement de taille qui marque ce procès, débuté en 2021. Le parquet militaire a en effet requis 30 ans de prison ferme à l'encontre de Blaise Compaoré, ex-président qui arrive au pouvoir le 15 octobre 87 et restera à la tête du pays durant 27 ans. Les procureurs ont demandé de déclarer, je cite, M. Compaoré coupable par contumace d'atteinte à la sûreté de l'État, de dissimulation de cadavres et de complicité de meurtre, avant de l'accuser d'être le principal commanditaire du meurtre de Sankara et de ses 12 collaborateurs assassinés le même jour. Sont également requis 30 ans de prison ferme à l'encontre de Hyacinthe Kafondo, commandant de garde de Thomas Sankara, 20 ans contre Gilbert Diandré, ancien chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré, et 15 ans contre Jean-Pierre Palme, ex-commandant de la gendarmerie nationale. Ce procès, qui montre déjà des prémices d'un verdict historique, laisse présager un effet domino pour peut-être mettre la lumière sur l'assassinat d'un politique panafricain du siècle dernier, à l'instar de Patrice Lumumba ou encore Amilcar Cabral. En République démocratique du Congo, plus de détails concernant l'arrestation du conseiller à la sécurité François Beya samedi dernier. La présidence affirme que les enquêteurs avaient des indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale. Le porte-parole du président, Félix Tshisekedi, demande à la population de garder son calme en ajoutant que les enquêtes se poursuivent.
Le Conseil de l'Union européenne a annoncé hier la levée des sanctions économiques prises contre le Burundi depuis mars 2016 en déclarant dans un communiqué, je cite, « Le Conseil a décidé d'abroger la décision qu'il avait prise en 2016 par laquelle il imposait au Burundi des mesures telles que la suspension du soutien financier et du versement de fonds au bénéfice direct de l'administration ou des institutions burundaises. » Fin de citation. Et des personnalités politiques somaliennes interdites de visa d'entrée aux États-Unis. Ces restrictions de visa ont été mises en place à l'encontre d'anciens et d'actuels responsables somaliens qui seraient justement responsables ou complices des atteintes au processus démocratique en Somalie. Cette annonce a été faite par le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Trois années durant, la Corne d'Afrique a enregistré des conditions les plus sèches depuis 1981 selon le Programme alimentaire mondial. Conséquence du phénomène, 13 millions de personnes au Kenya, en Somalie et en Éthiopie sont confrontées à une famine. Mohamed Amina Berkane. Le constat des Nations Unies est sans appel. L'Éthiopie est non seulement confrontée à deux crises humanitaires majeures, mais ces deux situations ne font qu'empirer. Près de 9 millions d'Éthiopiens ont besoin d'aides humanitaires des suites de la guerre du Tigré. Ce chiffre atteindra bientôt 6,8 millions dans l'est et le sud du pays. C'est en région Somalie que la situation est la plus préoccupante. Déjà 200 000 têtes de bétail sont mortes de la sécheresse, du jamais vu en 4 décennies. Les communautés d'éleveurs nomades sont démunies. Environ 3 millions de personnes dépendent de l'aide alimentaire aujourd'hui. Mais cette aide arrive au compte-gouttes, déplore le Programme alimentaire mondial. Son budget reste limité alors que les besoins augmentent drastiquement. Le PAM demande un apport de 175 millions de dollars pour répondre à cette sécheresse. Cela sans oublier une autre demande de 260 millions de dollars cette fois-ci pour répondre à la crise dans le nord du pays. Ce déficit de financement se fait déjà ressentir sur le terrain. Le PAM diminue déjà des rations alimentaires pour mieux les répartir à travers le pays. Au-delà de l'Éthiopie, le phénomène touche durement toute la région de la Corne d'Afrique. Cette sécheresse entraîne la perte de récoltes, le décès de bétail, mais aussi le déplacement des communautés et donc des conflits intercommunautaires et de forts taux de malnutrition. La menace qui pèse sur les populations est donc extrêmement sérieuse et la situation nécessite une action humanitaire immédiate, selon toujours le Programme alimentaire mondial. Et à Madagascar, le bilan du cyclone Batsirai s'alourdit. Le nombre de décès s'élève à 27. Les sinistrés dépassent les 70 000, dont plus de 62 000 personnes déplacées. Ce cyclone tropical a ravagé le pays dans la nuit du 5 au 6 février. De lourds dégâts matériels ont également été recensés. En Irak, 3 personnes sont mortes dans une explosion à l'ouest du pays. Les victimes sont 3 militaires tués dans l'explosion d'un véhicule dans lequel ils se trouvaient. Pour l'heure, l'attentat n'a pas été revendiqué. Palestine, 3 militants des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, bras armés du Fatah, ont été froidement assassinés par les forces de répression sionistes en Cisjordanie occupée. Cette dérive criminelle provoque la colère du peuple palestinien. Toutes les organisations politiques appellent à la mobilisation générale pour faire face à la furie coloniale. Sofiane Baroudi. 3 jeunes militants palestiniens ont été lâchement assassinés à Nablus, en Cisjordanie occupée. Dans une déclaration, les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, organisation politico-militaire dont faisaient partie les 3 martyrs, a appelé à la mobilisation générale. La déclaration exhorte les combattants et les militants de la Palestine historique sous administration coloniale et de la Cisjordanie occupée à s'insurger face à l'ignominie et à la dérive répressive criminelle des forces armées sionistes. Le Hamas a également appelé à amplifier toutes les formes de la résistance populaire et d'unir les efforts palestiniens face à l'occupant. Le Front démocratique pour la libération de la Palestine a pour sa part insisté sur la nécessité de l'unité d'action de toutes les organisations palestiniennes contre l'occupation et la colonisation, en utilisant, je cite, toutes les formes de résistance contre le terrorisme sioniste.
Les prisonniers politiques palestiniens étaient entrés en mouvement dans les jours sionistes il y a quelques jours, regroupant sous la même bannière toutes les tendances politiques et toutes les organisations. Le FDLP et d'autres organisations politiques palestiniennes ont également appelé la communauté internationale à prendre ses responsabilités, notamment après le dernier rapport d'Amnesty International révélant l'ampleur des crimes de lèse-humanité et de l'apartheid sioniste. Nous sommes donc dans une nouvelle configuration qui pourra peut-être permettre le dépassement des divergences et la convergence vers un front commun incluant toutes les organisations politico-militaires résistantes. Pour rappel, la dernière guerre de 11 jours avait vu pour la première fois l'unification de tous les fronts palestiniens, de Gaza sous blocus au territoire de 1948, en passant par la Cisjordanie occupée et à la diaspora, en défense des lieux saints. L'opération Saif el-Quds avait permis la création d'une chambre opérationnelle commune regroupant sous le même commandement toutes les fractions armées palestiniennes résistantes. De son côté, l'Algérie a appelé à une initiative unificatrice des aspirations palestiniennes pour la consécration des droits légitimes de ce peuple, confronté depuis plus de 70 ans aux pires sévices coloniaux. En Palestine, toujours, Hossein Cheikh entre au comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine et devient le nouveau secrétaire général et négociateur en chef des Palestiniens. Sa nomination a eu lieu lors d'une réunion des membres du comité central de l'OLP, boycotté par une vingtaine de ses membres et critiqué par ses rivaux du Hamas. Toujours dans la région, la nuit dernière a été marquée par une intense activité aérienne entre la Syrie et l'entité sioniste. Des frappes aériennes ont été rapportées par les deux pays. Un raid aurait provoqué la mort d'un soldat syrien. 5 autres militaires auraient été blessés selon l'agence de presse syrienne Sana. Et au Yémen, plus de 30 soldats ont été tués et une centaine d'autres blessés en 3 jours dans une nouvelle offensive des forces pro-gouvernementales contre les rebelles Houthis. Ces affrontements qui se poursuivent ont causé la mort donc de plusieurs soldats, dont des officiers, depuis samedi, jour du début de l'offensive dans le nord-ouest du pays. On va parler santé à présent. Situation pandémique en Algérie. Le dernier bilan établi ce soir par le ministère de la Santé fait état de 585 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 485 guérisons et 11 décès qui ont donc été enregistrés ces dernières 24 heures. Une légère baisse par rapport à la journée d'hier où les chiffres parlaient de 610 nouvelles contaminations. Et depuis la découverte du variant Omicron, l'Organisation mondiale de la santé annonce qu'1 demi-million de personnes sont mortes de la Covid-19. L'OMS qualifie ce bilan de plus que tragique. Le variant Omicron a depuis dépassé Delta comme variant dominant dans le monde, car il est plus contagieux, même s'il semble moins virulent. Et en dépit de la hausse des cas de contamination, certains pays en Europe allègent les restrictions sanitaires pour revenir progressivement à la normale, à l'instar de l'Espagne, la France ou encore le Royaume-Uni. Neila Hamouda. Bonne nouvelle pour les voyageurs hors Union européenne. Levée d'obligation de tests de dépistage du Covid-19 de la France pour tous les voyageurs extra-européens. Ils n'auront donc plus besoin de présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. Un schéma vaccinal complet suffira pour se rendre sur le vieux continent. C'est du moins ce qu'a annoncé Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes. Nous y travaillons au niveau européen et français. Il y aura cette semaine sans doute une nouvelle pratique européenne pour que les personnes vaccinées venant de l'extérieur de l'Union européenne vers l'Union européenne aient des mesures allégées. Cette mise à jour des règles est une recommandation qui ne semble pas contraignante. Pour certains virologues, il s'agit d'une sage décision. Depuis quelques semaines, de nombreux pays d'Europe ont décidé de lever progressivement les restrictions sanitaires imposées durant plusieurs mois en raison de la pandémie du Covid-19. C'est aussi le cas de la Suède, de ses voisins danois et norvégiens qui ont pratiquement levé toutes les restrictions. Même si les conditions de voyage dans certains pays européens ont été totalement allégées, d'autres en revanche exigent toujours aux voyageurs, même vaccinés, de présenter un test négatif, à l'image de l'Italie ou encore le Danemark.
Et l'entreprise pharmaceutique américaine Johnson & Johnson annonce la suspension temporaire de la production de son vaccin anti-Covid-19. Johnson & Johnson déclare avoir des millions de doses en stock. L'entreprise ajoute qu'elle continue à livrer des lots de vaccins, réitérant son attachement au respect de ses engagements vis-à-vis du système COVAX et de l'Union africaine. Plus de 40 millions d'euros ont été collectés afin d'aider à la libération de Julian Assange par son frère Gabriel Shimpton. Il précise que cette somme a été levée grâce aux nouvelles technologies, grâce notamment à la vente de NFT à des milliers de contributeurs. Pour rappel, Julian Assange, fondateur de Wikileaks, risque 175 ans de prison aux États-Unis. Il va désormais déposer un recours devant la Cour suprême du Royaume-Uni. Et aux États-Unis, 1 an après l'attaque du Capitole, la direction du Parti républicain votait une motion de censure contre 2 de ses élus en raison de leur travail au sein de la commission d'enquête parlementaire sur le 6 janvier. Le texte qualifie cette manifestation d'expression politique légitime, une terminologie qui choque dans les rangs conservateurs et que rejette le chef des Républicains au Sénat, Mitch McConnell. En Argentine, des milliers d'Argentins protestent contre le remboursement de la dette du Fonds monétaire international. Les manifestants se sont rassemblés dans la capitale, Buenos Aires, sur l'appel de groupes politiques. Ils ont dénoncé l'accord conclu entre le gouvernement et le FMI sur le remboursement de la dette qui s'élève à 44 milliards de dollars. Ils appellent à mettre fin aux relations avec le FMI. Le président argentin Alberto Fernandez avait annoncé à la signature de l'accord de remboursement le 28 janvier, notant qu'il sera soumis au Congrès pour approbation. Et au Pérou, 4e gouvernement nommé par le président Pedro Castillo. En 6 mois, l'ancien Premier ministre est remplacé par l'avocat Aníbal Torres. Il occupait le poste de ministre de la Justice jusque-là. Il y a une semaine, Pedro Castillo avait désigné un 3e cabinet ministériel après la démission inattendue de la première ministre Mirta Vázquez en raison de désaccords sur les promotions au sein des forces de police. Économie africaine avec la signature par le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine et la Banque africaine d'import-export d'un accord portant sur la gestion du fonds de base de fonds d'ajustement de la ZLECAf. L'accord constitue un nouveau pas de fait dans le sens de l'intégration économique et commerciale en Afrique. Il permettra entre autres aux pays africains, au secteur privé, de participer efficacement au nouvel espace commercial unique. Un mot sur les cours de l'or noir et cette tendance stable à la haussière qui s'inscrit dans la durée à la lumière des derniers développements dans le dossier du nucléaire iranien et les informations sur le niveau des stocks américains. Après une légère baisse enregistrée ce mercredi, peu après l'ouverture des marchés, le Brent de la mer du Nord pour livraison en avril est reparti à la hausse pour atteindre un prix supérieur à 91 $. Dans le même temps, le West Texas Intermediate se rapprochait de nouveau de la barre des 90 $ en gagnant plus de 30 cents sur les marchés américains. Et les États-Unis qui ont annoncé hier avoir récupéré plus de 94 000 bitcoins volés en 2016 à la plateforme d'échange virtuel Bitfinex, évalué à 3,6 milliards de $, un montant record pour une saisie judiciaire. Un couple de trentenaires new-yorkais inculpés pour avoir blanchi une partie de ces bitcoins ont été arrêtés hier matin à Manhattan. On va parler culture et un peu de théâtre avant de se quitter. On va s'intéresser à cette pièce de théâtre intitulée Invisible de Nasser Jamei qui met en lumière la souffrance dans la vie des hommes. Amira Bedia. Prendre la parole pour les autres, c'est ce qu'a fait l'auteur et metteur en scène Nasser Jamei dans sa pièce théâtrale Invisible. À travers ces 5 personnages, il nous plonge dans le quotidien des Chibani, ces travailleurs d'origine maghrébine qui ont tout quitté pour travailler dans les chantiers et les usines de la France des années 50. Mais après, ils se voient obligés de rester pour toucher leur maigre retraite. Mais je peux pas arriver ma vie. Alors je mens, je lui dis, je rentre à l'hôpital.
Elle m'a fait pleurer au téléphone. Et même le téléphone, c'est trop cher. Je peux pas parler comme je veux. Une pièce qui a été présentée pour la première fois en 2011. Mais elle suscite toujours de l'envouement, car elle parle de la guerre, de l'amour, mais aussi de l'exil, avec un brin d'humour. Le metteur en scène, d'origine algérienne, puise dans ses souvenirs personnels pour traiter des sujets universels. Avec cette œuvre, Nasser Djemaï se voit nominé aux Molières. Ils ont menti pendant la guerre contre les Allemands. Ils ont menti pendant la guerre d'Algérie. Ils ont menti sur le travail. Ils ont menti sur la paix. Ils ont menti sur le logement. Ils ont menti sur la retraite. Ils ont menti sur l'histoire. Et maintenant, tu veux qu'on fasse confiance? La pièce théâtrale Invisible est présentée jusqu'au 13 de ce mois au Théâtre des Quartiers d'Ivry à Paris. Passez votre vie à construire des logements pour les autres, à travailler dans des usines. Vous allez brûler votre vie au travail. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec Emel Lemziane Zitouni. Retrouvez Amin Toutah demain pour le 13h. Je vous retrouverai bientôt sur Al24 News. D'ici là, passez une excellente soirée sur Al24 News.